Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, une Voix est libre exceptionnelle ce dimanche, réalisée en partenariat avec France Bleu à une semaine du premier tour des élections régionales. Nous continuons d'interroger les principaux candidats sur leur programme. Hier, nous avons questionné Bruno Retailleau des Républicains et Christophe Clergeau du Parti socialiste. Nous vous proposons aujourd'hui de nous intéresser à deux autres programmes, celui du Front National et de sa tête de liste Pascal Gana, et celui d'Europe Écologie et les Verts et de sa candidate Sophie Bringui. Nous allons les interroger successivement et ils seront interviewés par deux journalistes sur ce plateau. David Mal de France Bleu Maine, bonjour. Bonjour. Et Virginie Charbonneau de France 3 Pays de la Loire, bonjour. Bonjour. J'invite à nous rejoindre notre premier invité. Il s'agit de Pascal Gana du Front National. Bonjour Monsieur Gana, asseyez-vous. Nous sommes à une semaine du scrutin, on l'a dit, dans une campagne qui a été bousculée par les attentats de Paris, qui a été suspendue. Une campagne dont on a l'impression qu'elle se tend de plus en plus au sein du Front National. Cette semaine, des militants, des élus ont dénoncé l'autoritarisme de certains de leurs têtes de liste. C'était le cas dans le Finistère, c'était aussi le cas en Vendée, plus près de nous. Et puis d'autres candidats sont épinglés dans la presse, c'est le cas aujourd'hui dans Le Monde, pour cause de dérapage sur Twitter. Notamment Samuel Potier, qui est le tête de liste du Front National en Loire-Atlantique, qui assimile Daesh à la République française et qui a assimilé musulmans et psychopathes. Est-ce que vous cautionnez ce genre de propos, Pascal Gana? Concernant ce qui s'est produit en Vendée, je pense que ce sont des gens qui ne sont plus membres du Front, à part 2 conseillers municipaux, je crois. L'autre personne étant suspendue, me semble-t-il. Bon, je n'ai pas suivi ça de très près. En ce qui concerne les tweets, il s'agit de l'entendre, je vois là que c'est affiché. Ça a été repris par Le Monde. Oui, tout à fait, je l'ai vu dans Le Monde, enfin sur leur page, sur leur site. Oui. Donc, en ce qui concerne l'image qui est là, c'est celle de la Révolution française, lorsque 200 ou 300 000 Français ont été tués sous la période de la Terreur, au nom d'une République qui était devenue totalitaire, qui heureusement a cessé de l'être, et qui a quand même massacré. Aujourd'hui, on peut qualifier la République française d'aujourd'hui, l'assimiler à Daesh? Non, mais je pense que ça n'était pas l'intention de Samuel Potier. Il voulait rappeler simplement que ça nous était arrivé dans notre histoire à nous aussi et que toutes les sociétés peuvent basculer dans le totalitarisme très facilement par l'oubli du respect tout simplement des droits de l'homme, de la dignité humaine. Et quand il associe musulmans et psychopathes? Je pense que s'il a vraiment associé tous les musulmans à psychopathes, il a eu tort. Je pense qu'il pensait aux musulmans extrémistes, bien évidemment, puisque nous côtoyons tous, nous croisons tous dans les rues tous les jours des musulmans. Hein. Donc il ne sera pas repris, vous n'allez pas il ne passera pas en commission de discipline pour ses tweets sur son compte? Je ne sais pas, ça n'est pas moi qui décide. Une chose est certaine, c'est que moi, ça me heurte. Ça n'est pas ma manière de m'exprimer. Je pense que c'est clair pour moi. Simplement, l'Entente est un site que j'estime illégal. Et je compte établir une plainte. Ce sont des militants de gauche qui, en fait, vont chercher sur Twitter des informations. Ce sont des anonymes qui ne respectent pas la loi. Et je compte, moi, je suis en train de faire examiner par un avocat une plainte auprès de la CNIL. Ils sont situés en Islande hors Europe. Il n'y a pas de contact. Et ils posent des cookies, c'est-à-dire des logiciels espions sur les gens qui vont sur leur site de manière illégale. On ne va pas y passer l'émission. Ce ne sont pas eux qui ont émis ces tweets. Non, on les a vus, on les a regardés, ces tweets. On les a vus sur le compte de M. Potier. Non, pas du tout. Parce que ce sont des comptes qui datent du 16 janvier et il avait fermé tous ces comptes. Donc on ne peut plus les trouver. Et moi, je ne suis même pas certain que tout soit exact. Voilà. Nous allons vous interroger, M. Gana, sur 3 points précis de votre programme: les jeunes, les transports, l'économie et les finances. Et c'est Virginie Charbonneau qui commence et qui vous interroge sur les jeunes. Bonjour, Monsieur Gana. Bonjour, madame. Les jeunes, ils sont extrêmement nombreux dans notre région. Ils vont l'être de plus en plus d'ici 2040. 100 000 de plus, on annonce, d'un point de vue démographique. 180 000 lycéens, je crois. Effectivement, c'était très important. 4 établissements neufs sont programmés dans notre région. Vous voulez faire beaucoup d'économies, on le verra tout à l'heure. Est-ce que vous remettez en cause ces constructions? Non. Parce que, honnêtement, si la région se met à remettre en cause une de ses missions essentielles, ce serait la négation même de l'institution.
Je crois que les économies peuvent être faites sur bien d'autres choses, sur le fonctionnement, sur les subventions, sur la remise en cause de certains contrats. Mais pas sur les lycées. On le verra tout à l'heure pour les économies. Vous prenez aussi plus de sécurité dans les lycées, notamment par rapport à la drogue. Ça veut dire quoi concrètement? Alors je pense qu'en ce qui concerne la drogue, contrairement à ce que pensent beaucoup, la répression ne suffit pas. Ça n'est pas en mettant des portails électroniques, des caméras, etc., que l'on combattra la drogue et les violences qu'elle engendre. Parce qu'un réseau de vente de drogue gère toujours une forme de délinquance dans un collège, dans un lycée, et donc des violences, forcément. Et moi, je pense qu'il faut faire la prévention et que la région, dans le cas des actions éducatives qu'elle finance, devrait beaucoup plus se consacrer à la prévention sur la drogue, sur le phénomène de la drogue, c'est-à-dire pas seulement sur le fait de la santé par rapport à la drogue, mais sur ce que ça signifie en matière de désocialisation, en matière de marginalisation de l'individu. C'est-à-dire envoyer des jeunes dans les lycées pour porter la bonne parole, des éducateurs? Peut-être des jeunes adultes ou des très jeunes, des étudiants, par exemple des gens qui auraient 18, 20 ans, voire même des gens qui seraient sortis de la drogue, qui pourraient témoigner. Vous savez que vous rejoignez là une des propositions très précises de Bruno Retailleau. C'est aussi ce qu'il propose sous forme de service civique ou pas d'ailleurs? Oui, je pense que c'est, vous savez, de toute façon, quand on examine la réalité, on est obligé de se rejoindre ensuite. Il y a des manières de faire qui sont plus efficaces que d'autres, et je pense que les plus efficaces en sont celles dans ce domaine-là qui sont fondées sur l'humain. Je pense que l'argent ne permet pas tout, la technique non plus. Pourquoi se drogue-t-on? C'est qu'on a un mal-être. Et ce mal-être, il a différentes causes, mais je pense qu'une des manières de le combattre, c'est d'obliger les adolescents à réfléchir sur eux-mêmes. Alors, vous proposez aussi d'accentuer, de favoriser l'apprentissage dans notre région. De quelle façon? Alors, l'apprentissage, si vous voulez, il y a 28-30 000 apprentis actuellement dans notre région. Nous aimerions arriver à terme, alors à quelle vitesse, c'est très difficile à dire, à 50 000 apprentis. Alors, l'apprentissage... 50 000, donc presque doublé? Oui, presque doublé. Parce que sauf qu'on sait déjà, par exemple, M. Gana, que les places ne sont pas toutes remplies. Il reste des places vacantes. Je le sais. C'est parce qu'on assimile trop apprentissage à métier uniquement traditionnel. C'est-à-dire il y a des jeunes qui voient dans l'apprentissage le fait de métiers très manuels ou très pénibles, qui d'ailleurs finalement aujourd'hui le sont beaucoup moins qu'avant. Hein, je pense au BTP, même à la boulangerie ou à des métiers de bouche comme cela. C'est un problème de communication? C'est un problème de communication. Je pense que dans les collèges, dans les lycées, on ne parle pas assez de ce qu'est un métier. Moi, je vois l'exemple de pays étrangers. Je pense particulièrement à l'Allemagne, qui a quand même une industrie qui est un peu une industrie modèle pour nous, Européens, et pour nous, Français. Or, cette nation, ce pays, utilise l'apprentissage de façon massive, y compris dans des métiers modernes. On fait pas suffisamment d'étudiants, d'ailleurs, à tel point qu'ils n'ont pas suffisamment d'étudiants et qu'ils ont besoin d'ingénieurs, notamment. Mais alors, ils ont un problème, eux, je crois, de dénatalité aussi, que nous n'avons pas, nous. Donc, nous avons cette chance. Et il me semble qu'on devrait, par exemple, alors c'est tout le problème du système de l'enseignement français. Le collège unique, je pense, est une grave erreur pour beaucoup d'élèves. Moi, j'ai été enseignant moi-même ces dernières années à un moment. Vous n'êtes pas pour la réforme de Najat Vallaud-Belkacem. Voilà, non. Et puis surtout, je pense qu'on devrait casser cette idée du collège unique jusqu'à 16 ans. On devrait autoriser des élèves, dont visiblement qui sont déscolarisés, à partir de 14 ans, de commencer à rentrer dans un système d'apprentissage par alternance. Alors, je pense, on reste toujours sur le sujet des jeunes, même si on peut l'extrapoler au-delà d'une tranche 18-25 ans. Vous savez que Marion Maréchal Le Pen, en PACA, a dit qu'elle ne financerait probablement plus le planning familial. Quelle est votre position, vous, en Pays de la Loire? Tout d'abord, dans le programme du Front National, ce sujet-là ne figure pas, comme l'a fort bien fait remarquer Marine Le Pen. Je me suis moi-même prononcé sur une position assez proche de celle de Marion Maréchal Le Pen, sans en faire un absolu. C'est quand même pas un sujet essentiel, même en termes de financement. C'est important pour les associations concernées. Pour les associations concernées, oui. Mais justement, je trouve que le grand tort que je fais au planning familial, en ce qui me concerne, et beaucoup de gens d'ailleurs au Front National, et je pense au-delà du Front National, c'est le fait que la seule solution qui soit apportée soit toujours une solution qui passe par la négation de la vie. Et je pense que beaucoup de jeunes femmes... Par l'interruption volontaire de grossesse. Beaucoup de jeunes femmes ne se voient pas... Ce n'est pas que l'IVG. Ce n'est pas que ça. Le planning familial, c'est de l'information. Je sais. Mais c'est une information qui est uniquement d'ordre médical et pas du tout psycho-affective. Et moi, je pense, je suis moi-même père de famille, j'ai eu 4 filles, je vis au milieu de jeunes depuis 30 ans, encore aujourd'hui avec des ados. Et je vois bien que la sexualité, pour eux, évidemment, c'est quelque chose qui est naturel. Mais ça veut dire que concrètement, vous ne financerez plus le planning familial en Pays de la Loire ?
eh bien, je lui demanderai d'avoir également une information sur d'autres possibilités. Mais vous ne coupez pas les crédits. Je serais tenté de le faire s'ils ne changent pas leur attitude. Et puis, je le dis dernière très chose, franchement. quand on parle des jeunes, on parle aussi de l'avenir. Vous ne croyez pas à la théorie du réchauffement climatique? Exact, et je ne suis pas le seul. Il y a eu un ancien ministre socialiste qui n'y croyait pas non plus. Il y a énormément de scientifiques qui n'y croient pas. Et je vais vous êtes quand même assez isolé sur ce point-là. Oui, mais vous savez, Pasteur était très isolé quand il a décrit le microbe. Et ça n'a pas empêché qu'il ait eu raison au bout de 50 ans. Moi, je crois surtout, c'est que je suis historien de formation. Quand les Vikings ont découvert ce qu'on appelle le Groenland, ils l'ont appelé pays vert. Ce qui veut dire que ça n'était pas un pays recouvert de glace. Mais vous contestez qu'il y a un problème d'écologie lié à l'activité humaine? Il y a deux choses dans tout cela. Il y a tout d'abord la théorie sur le climat. Il y a effectivement une évolution du climat, de la même façon qu'il y en a toujours eu des cycles climatiques. Sous Louis XIV, on a eu un refroidissement avec des hivers terribles. Il y a eu 2 millions de morts dans un hiver. Ça a été assez court. Les glaces arrivaient au port de Chamonix. Et aujourd'hui, on peut très bien penser qu'il y a un cycle. Alors je pense que ce n'est pas l'activité humaine qui en est la cause, mais je ne nie pas par contre la formidable destruction que notre modernisme, notre modernité industrielle et chimique, particulièrement, a créé sur l'environnement. Il est évident que nous sommes en train de faire disparaître des dizaines de milliers d'espèces animales et végétales, et ça, c'est parfaitement condamnable. Mais si vous voulez, je pense qu'on ne doit pas mettre l'humanité en accusation sous prétexte qu'elle existe, parce que ça correspond aussi à une forme de néo-mathulisanisme. On fait des campagnes de stérilisation dans les pays du tiers-monde en disant il y a trop de monde sur Terre. Et moi, j'aimerais bien savoir... On fait des campagnes de stérilisation, oui, de stérilisation dans le tiers-monde, exactement. C'est-à-dire que la fondation, par exemple, Bill Gates, fait implanter des sortes des implants qui empêchent la fécondation féminine et donc la fécondité féminine. Et on s'attaque... Vous avez des preuves de ce que vous dites? Bien sûr, c'est les programmes de l'ONU. Ils financent des programmes de l'ONU, c'est tout à fait officiel. Stérilisation. De stérilisation provisoire par la chimie, mais c'est une forme de stérilisation. Quand vous dites à une femme africaine, on va vous faire un implant pour que pendant plusieurs années vous n'ayez pas d'enfant, est-ce qu'on lui explique exactement toutes les conséquences sociales que ça aura pour elle, dans la mesure où, dans des pays comme ceux où il n'y a pas de système de protection de retraite, ce sont les enfants qui payent la retraite des personnes âgées. Et donc, je pense qu'on est en train de déséquilibrer certaines sociétés au nom d'un progrès qui est mal présenté. Je pense qu'il y a d'autres solutions qui seraient celles du développement économique. Alors et peut-être de la réduction de notre part, de notre consommation. Moi, je ne nie pas le gaspillage du monde industrialisé. Là, on n'est plus sur le même thème quand même. On n'est plus sur le même thème. On va continuer sur le thème des élections régionales et on va passer au transport avec David Mal. Oui. Pas facile de rebondir, hein, David. On est parti d'un contexte international. On va reparler du local, Monsieur Ganin, si vous le voulez bien. Avec des travaux ferroviaires que vous voulez mener, vous avez envie de relier le Puy du Fou en train. Ben oui, 2 millions de visiteurs par an, c'est quand même assez extraordinaire. C'est un des sites touristiques, un des lieux d'amusement, de tourisme, de loisirs créatifs les plus importants de France. Peut-être le second après Disneyland, hein, je pense, puis après, derrière les grands monuments historiques, Paris, etc. Et donc, il est absolument paradoxal qu'il ne soit pas relié au reste du territoire. C'est pour faire plaisir à Philippe de Villiers ? Oh, pas spécialement. Je pense que ça correspond à l'économie vendéenne. Moi, je suis sartois. Et mayennais, mais je pense qu'un site de ce type doit être soutenu parce que les gens qui viennent au Puy du Fou, je pense qu'ils ne viennent pas qu'au Puy du Fou. Ensuite, des étrangers qui viennent là peuvent aller visiter les châteaux de la Loire, peuvent dépenser de l'argent sur d'autres sites. Est-ce que c'est ça votre priorité du rail non. Dans la région? Relier le Puy du Fou Non, pas du tout. Ma priorité, ce serait de mettre en synergie, puisque nous allons quand même vers une forme de métropolisation de Nantes, que Rennes n'est pas loin, ce serait de relier par 2 stations de métro Saint-Jacques, l'aéroport de Rennes, au métro rennais et ensuite à la gare, construire un TER entre Rennes et Nantes et le prolonger jusqu'à Nantes-Atlantique pour résoudre ce fameux problème de ce fameux aéroport qu'on nous promet comme étant la merveille des merveilles, et auquel je ne crois pas. Si vous êtes élu justement président de la région des Pays de la Loire, vous demanderez une participation financière à la région Bretagne pour ce que vous voulez relier Nantes à Rennes? Je pense que les 2 villes, les 2 métropoles y auraient intérêt. Bon, je le demanderai, mais vous savez, moi je suis pour la coopération à la fois entre les départements à l'intérieur de la région, puisque j'ai proposé 5 vice-présidences pour chacun des départements. Et je pense qu'entre les régions de l'Ouest, celles du centre aussi, il serait bon qu'il y ait une coopération. Alors vous l'avez esquissé, Notre-Dame-des-Landes est un problème pour vous? C'est un double problème. Tout d'abord, c'est un faux problème en ce qui concerne le besoin.
Je pense, moi, je l'ai déjà dit souvent, Genève a le même trafic avec le même un trafic double, pardon, plus du double d'ailleurs, de 15 millions de voyageurs par an au lieu de 7 chez nous, avec le même équipement, dans des conditions géographiques locales beaucoup plus difficiles. Et d'autre part, je pense, moi, que pour l'instant, financièrement, nous n'avons pas les moyens d'assumer la charge. Donc pour vous, c'est qu'il n'y a pas de besoin et qu'on n'en a pas les moyens? C'est ça le problème de Notre-Dame-des-Landes? Les deux, oui, les deux. Et d'autre part, je trouve que cette précipitation... Moi, je ne suis pas contre à terme qu'on le fasse, mais pour l'instant, imaginez... Si vous dites qu'on n'en a pas le besoin. Non, mais il y aura peut-être le besoin dans 10 ans. Mais pour l'instant, quand j'entends M. Retailleau... Vous changez, vous dites... Peut-être, en fait. Peut-être qu'un jour, on aura besoin de Notre-Dame-des-Landes. Mais vous savez... Peut-être sur ce même site. Peut-être celui-là ou un autre, mais je regarde actuellement, quand j'entends l'enthousiasme de M. Clergeau et Retailleau à le construire très vite, imaginons qu'il soit construit dans 2 ou 3 ans. Comment ira-t-on? Comment sera-t-il desservi? On n'a toujours pas étudié le coût, ni même la faisabilité ou le tracé exact, le lieu d'implantation du franchissement de l'estuaire à l'ouest. On n'a pas étudié du côté d'Ancenis sur un autre pont qui est indispensable si on veut que la métropole ne soit pas engorgée, sur la rocade, sur les liaisons ferroviaires. Donc je pense qu'on met la charrue, comme on dit, vous savez, dans le proverbe, la charrue avant les bœufs. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République qui dit « allons jusqu'au bout des recours en justice et après on verra » ? Écoutez, je ne peux pas me situer dans la tête de M. François Hollande. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette position de principe? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Est-ce qu'on doit tout judiciariser? Est-ce que le politique ne doit pas de temps en temps aussi dire son mot? Je trouve que Mme Royal a laissé entendre qu'on pourrait peut-être attendre. Et je crois que c'est M. Placé qui a parlé d'un référendum. Donc vous voyez que je vais chercher mes références très à gauche. Donc vous dites référendum, vous aussi? Oui, je pense. Écoutez, moi, je me souviens quand j'étais étudiant, je crois que j'avais 25 ans, quand j'ai entendu parler de Notre-Dame-des-Landes pour la première fois en lisant un article dans Le Monde. Donc, vous voyez, j'en ai 60, ça dure toujours, et le débat n'est pas tranché. Pourquoi ne pas faire un vrai débat où on mettrait tout sur la table, y compris le contrat, le fameux contrat PPP, public-privé, partenariat privé, dont on ne connaît pas la clause. Quand on voit le partenariat... Entre le gouvernement et Vinci. Voilà. Vinci, quand on voit la Bouygues, je crois, qui a construit le nouveau ministère de la Défense nationale, où le Canard enchaîné dévoilé dernièrement que la pose d'une prise Internet coûterait entre 350 et 500 euros. C'est-à-dire le triple. Donc vous dites non parce que le contribuable va payer beaucoup plus cher bien si c'est sûr, Vinci, c'est ça parce que cette avance financière, ce privilège d'exploitation de 50 ans, il a un coût. Et le coût, ce sont les usagers. Et de ce côté-là, d'ailleurs, je dois dire qu'une partie du monde patronal régional se trompe ou a été abusée. Je veux bien croire la partie du monde patronal qui est dans le béton et le travaux publics. Ils ont un avantage immédiat, voilà. Mais ensuite... les charges fiscales, le coût va rejaillir sur l'ensemble de l'économie régionale et je ne vois pas en quoi ça va permettre d'implanter de nouvelles activités. Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir mis cet aéroport au milieu de nulle part va permettre à des multinationales d'installer leur siège social. Vous savez, une multinationale, elle n'installe jamais son siège social à côté d'un aéroport au milieu des prés ou des champs. Hein. Ça ne s'est jamais vu nulle part. Merci David. On va passer à la troisième partie avec Virginie Charbonneau. L'économie et les finances. Alors, Pascal Gana, votre mesure phare en termes économiques, c'est de baisser le budget de la région. Ça peut surprendre, 1% par an. Vous les faites où, les économies? Un peu sur tout. Et je l'ai bien dit, je ne veux pas cibler en particulier. Je pense que c'est un ensemble. On peut arriver, comme l'ont fait les entreprises, comme l'ont fait les ménages, comme l'ont fait les associations. Les associations, on oublie trop souvent d'en parler. Ces 10 dernières années, elles ont sacrément souffert aussi. Et elles ont essayé de rationaliser, d'aller vers l'essentiel. Et vous, vous faites comment? Eh bien, nous faisons comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on essaye de renégocier les contrats, de diminuer les coûts de fonctionnement, de supprimer certaines subventions, d'en diminuer d'autres, d'essayer de renégocier. Je pense beaucoup de subventions sont accordées sans qu'il y ait un véritable partenariat entre la puissance publique et l'association, les grosses associations. On leur fixerait des contrats d'objectifs, on essaierait de voir. Je pense que si tout le monde ne fait pas un effort, finalement, c'est tout le monde qui en souffre. Alors, vous cibleriez quel type d'association, par exemple? Il y a un type immédiat, c'est les associations communautaristes. Celles qui, finalement, sont au service d'une vision de l'islam que je trouve extrêmement dangereuse. Et qui sont financées actuellement. Oui, qui sont financées actuellement à travers des politiques faussement sociales et qui, en général, sont tenues par des gens très proches. Vous savez, il y a un entrisme. C'est-à-dire que la région financerait des mouvements qui vous semblent limites par rapport au rapport à l'islam? Oui, beaucoup d'associations culturelles, dites culturelles ou d'alphabétisation, sont effectivement des faunées
de certains milieux salafistes. Et je pense que, d'ailleurs, je veux dire une chose, je ne mets pas en accusation M. Clergeau ou M. Oxiette, je pense qu'eux-mêmes s'en sont mal rendus compte parce que c'est une attitude générale des décideurs publics en France. Nous avons une très mauvaise connaissance des milieux extrémistes de l'islam. Nous avons laissé s'installer des pans entiers du salafisme à l'intérieur de l'islam français. Je pense que d'ailleurs beaucoup de musulmans... On est en train de canaliser en ce moment... mais par des mesures de police. Quel type d'association vous en avez en tête? Parce que ce sont des Oui, il y a des associations d'alphabétisation qui sont très clairement... dans la région. Moi, vous avez des noms, des lieux oui. D'associations qui, comme ça, sont des faunées comme Sur la ville de Nantes, oui, il y en a plusieurs, oui, par exemple, qui s'adressent aux femmes africaines, oui, et qui sont en réalité des associations salafistes. Oui, je n'ai pas le nom précis en tête, mais je peux vous dire que quand on regarde la liste des associations, c'est très clair. Et il y a même, d'ailleurs, je veux dire une chose, ça déteint même sur vous avez vu l'article de Braise Info sur la sémitane. On voit bien que l'islam extrême n'est pas un fantasme du Front National. Ce salarié, vous avez vu cette anecdote, ce salarié qui refuse de vendre des billets, qui refuse de vendre des billets alors qu'il est chauffeur de bus de la Sémitane à des femmes françaises ou musulmanes, je ne sais pas, qui n'ont pas le costume qui lui convient et qui refuse de serrer les mains de ses collègues dans l'entrepôt ou dans les bureaux. Eh bien, un salarié, on n'est pas, on n'est pas sur tous les salariés de la Sémitane. Oui, mais il y a eu un incident. Il a eu un incident avec un de ses collègues qui lui a reproché son attitude. Eh bien, c'est ce collègue qui a été sanctionné et cette personne qui a cette attitude ne l'a pas été. Et le maire adjoint de Nantes, qui est également, je crois, vice-président de la communauté de l'agglomération, a organisé un colloque ou une sorte de séminaire sur la diversité dans le travail. Alors là, on n'est plus du tout sur les compétences de la région. Plus tellement quand même. Quand vous parlez de la Sémitane, c'est une compétence métropolitaine de Nantes et de ce qu'elle peut représenter. On va revenir sur le programme, un petit peu votre programme économique quand même, puisqu'on n'a pas tant de temps que ça. Et les actions éducatives portent sur la diversité. Vous parlez de faire des pauses sur les investissements. Oui. Quels investissements vous gelez? Écoutez, moi je pense que des pauses sur les investissements, je n'ai jamais parlé de pauses sur les investissements, puisque j'aimerais, moi par exemple... Si, vous dites on va faire un audit dès le début de mandat et on fera des pauses sur certains investissements. Lesquels? Eh bien écoutez, moi je pense qu'il y a certainement dans le domaine par exemple de certains projets routiers, mal calibrés. Il y a aussi dans le domaine de certains équipements collectifs. Par exemple, je pense que certaines administrations, certains bureaux, certains locaux pourraient être regroupés. Quand je vois par exemple la Cité de l'Architecture à Angers, ou un projet de ce genre qui a coûté plusieurs millions d'euros. La cité connectée. Non, pas là où nous étions l'autre jour pour le débat. Non, pas du tout. Une cité de l'architecture qui se situe au centre d'Angers, qui a coûté plusieurs millions d'euros, dont je ne vois pas tellement l'utilité. La région a fortement contribué à cela. Et je pense que ce sont des choses qui, en temps, si vous voulez, ordinaire de prospérité, on peut tout à fait le concevoir. Dans des périodes difficiles, on doit... Voilà. L'une des actions aussi, bien sûr, de la région, c'est l'action économique. Vous proposez de soutenir les entreprises en privilégiant les entreprises locales dans les appels d'offres. Exact. Or, c'est illégal. Non, on peut faire de l'allotisation. Alors, c'est tout le problème. C'est tout le problème. Eh bien, si c'est illégal, il faut changer la loi. Alors, je sais que la région ne le peut pas. Mais on peut faire. Aujourd'hui, les appels d'offres sont européens, vous le savez bien. Chacun peut y participer. J'estime que si une région décidait de désobéir et d'aller jusqu'en justice européenne, elle va devant le tribunal administratif et elle perd. Elle va en appel jusqu'à l'Europe pour que ça soit tranché au plus haut. Si les hommes politiques ne servent à rien, pourquoi se présenter aux élections? Mais pourquoi faire une proposition sachant que vous ne pourrez pas l'appliquer dès le début puisqu'elle n'est pas légale? Parce que je pense qu'en 2017, les choses peuvent changer. Vous savez, si les hommes politiques avaient toujours été dans l'attitude qui consiste à dire « c'est ainsi, on ne change rien, on ne fait rien », eh bien, on ne changerait jamais rien. Et je pense que c'est la grandeur de la politique de vouloir changer les choses et de montrer l'exemple. Il y a des hommes politiques qui doivent être en rupture. Après tout, lorsque on a parfois eu des actes inciviques, je pense par exemple à M. José Bové. Il a posé un acte incivique un jour. Donc c'est incivique de privilégier les entreprises locales dans les appels d'offres. Apparemment, oui, ça paraît incroyable. Ça paraît incroyable, c'est vous dire à quel point on est dans l'aberration. Vous voulez aussi faire pression sur l'État pour taxer les poids lourds étrangers qui traverseraient notre région. Oui. C'est le retour de l'écotaxe? Non. Ça n'a pas bien marché, ça non plus. Non, mais ça n'a pas marché à cause des portiques. Et moi, je suis pour le système qui est utilisé en Suisse, c'est la vignette, ça ne coûte pas grand-chose. Les camions étrangers qui utilisent particulièrement du personnel détaché, qui ne payent pas les charges sociales en France et qui font une concurrence extrêmement déloyale à nos entreprises de transport, y compris à nos artisans routiers, car il y en a beaucoup,
qui possèdent 2 ou 3 camions qui sont ruinés, qui ont disparu ces dernières années, une simple vignette, c'est-à-dire un petit autocollant, qui est vérifié par la gendarmerie, par la police, comme nous Mais sommes tous. c'est de façon aléatoire, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de paiement automatique. Évidemment, mais vous savez, la gendarmerie est assez efficace pour regarder si nous avons notre ceinture, si nous téléphonons sur la route ou si nous dépassons la vitesse autorisée. Je pense qu'elle serait très efficace là aussi si elle s'y mettait, si on lui en donnait l'ordre. Alors peut-être que certains y échapperaient. Vous savez, ça a un coût terrible le transport routier sur certaines routes. Ça dégrade les revêtements, c'est nécessaire, mais je ne vois pas pourquoi certaines entreprises étrangères prennent le marché d'entrepreneurs français sans en payer les conséquences, y compris les charges sociales. Donc nous partons du principe qu'une vignette, comme ça se fait en Suisse, les Suisses en ont eu assez de servir de couloir entre l'Allemagne et l'Italie, ils ont mis la vignette. Je dois dire que de ce fait-là, le trafic d'ailleurs s'est transféré en France en grande partie. Mais néanmoins, voilà, ça obligerait à l'intérieur de l'espace européen à revenir à des normes sociales et, j'allais dire, de droit du travail plus normales. Beaucoup d'expérimentation donc dans votre programme. Merci Pascal Diana d'être venu en parler sur ce plateau. Je tenais à préciser que l'ONU avait rejeté les accusations que vous avez relayées concernant les programmes de stérilisation en Afrique.